Je m'appelle François, je suis fabricant français de textiles et d'accessoires pour le monde du publicitaire. Je suis Guillaume, donc j'ai monté les Semeurs en 2015, qui est une agence qui est exclusivement dédiée au sujet d'identité de marque. J'ai créé une agence de pub qui s'appelle Josiane, une agence d'idées, 30 collaborateurs. Salut, enchanté, François. Ça va? Ça va et toi? Je m'appelle François, je suis fabricant français de textiles et d'accessoires pour le monde du publicitaire. Tote bags, des trousses, des tabliers et autres articles textiles. Je suis basé moi en Île-de-France, à côté de Versailles. Et toute la production, tout mon centre de production se fait sur la Bourgogne-Franche-Comté, entre Belfort et Montbéliard, si tu vois où c'est. On fait des prototypes, on fabrique et on livre le client. Voilà. Donc tout ce qui est sac publicitaire en fabrication française, avec du tissu français pour faire travailler tout ce qui est économie locale, circuit court, recrute. Chaque mois, je dois recruter des collaborateurs en production. Vous êtes combien là? Là, on est 35. 35, à la fin de l'année, j'aimerais qu'on soit 43, 44. Et le marché de l'objet publicitaire, il est quand même beaucoup en provenance d'Asie. Oui, à 98%. Nous, on est quoi? On est une structure, on n'a pas les capacités de production de l'Asie, on n'a pas les prix de l'Asie, on n'a pas aujourd'hui des usines comme nous en France, voilà, on doit être 10, en Asie, il doit être 1000. Voilà. Donc forcément, on essaye un peu de rééquilibrer la barre, mais c'est surtout de rééduquer le client à consommer différemment, à consommer localement. Et avant, tu faisais quoi? Avant, j'étais toujours dans ce... J'ai commencé, il y a quelques années, j'ai fait du tourisme, ce qui m'a un peu ouvert l'esprit, ce qui m'a aussi permis de me poser la question, tiens, pourquoi on fait plein de choses à l'étranger alors qu'en France, on a quand même un pays sympa. On a un pays avec des ressources. Et je ne comprends pas pourquoi on achète tout à moindre prix directement là-bas, alors qu'on pourrait aussi réinjecter tout ça dans l'économie française. Donc voilà, je me suis posé ces questions qui étaient il y a quelques années un peu vues de manière... C'était Montebourg. Oui, voilà. C'était l'effet Montebourg, quoi. Il faut aussi montrer qu'on a un grand pays sur tout. Ouais, réindustrialisé. Réindustrialiser. Alors, réindustrialiser, ça ne veut pas dire reprendre nos machines à coudre d'il y a 30 ans, 40 ans, parce que là, on va droit dans le mur. Aujourd'hui, on est au 21e siècle, on a des téléphones portables qui prennent des photos avec de la couleur, on peut se connecter de n'importe où. Il faut aussi adapter notre outil de production à la demande, à nos temps, aux besoins des clients, en termes de prix. Donc, il faut automatiser, semi-automatiser. C'est ça l'industrie, dans réindustrialiser l'industrie. Donc, il faut aussi faire des efforts là-dessus, il faut innover. Il faut innover socialement, niveau technologie. Sans ça, on va être à la rue, quoi. Je suis Guillaume, donc j'ai monté les Semeurs en 2015, qui est une agence qui est exclusivement dédiée au sujet d'identité de marque. Et après, toute la partie brand culture, donc c'est comment tu développes la culture de marque et design à l'intérieur de la société pour assurer en fait la valorisation de ton identité plutôt que l'inverse. J'ai créé une agence de pub qui s'appelle Josiane, une agence d'idées, 30 collaborateurs. Josiane existe bien, si c'est la question que vous allez me poser. Elle habite dans l'Oise et elle a 70 ans. Donc c'est la maman. La maman, donc ouais, c'est un peu un positionnement. La maman des marques, essayer de faire grandir. Et puis j'ai créé aussi il y a 2 ans un réseau de consultants qui s'appelle Les Pointures. Un réseau de 100 consultants et experts indépendants. Très pointu, assez sharp sur des sujets de transformation. Donc Josiane se concentre plutôt sur la marque et son idée, on va dire. Toi, tu es sur son identité, nous on va être plus sur son expression publicitaire. Donc on est une agence de pub, hein, pour être clair. Hein. Même si on écrit agence d'idées, c'est un autre mot pour dire agence de publicité. Et puis les pointures qui nous permet d'accompagner sur des sujets de transfo d'entreprise même en fait, nos clients. On était agence innovante de l'année dernière, agence challenger de l'année il y a 2 ans. Puis ça tourne plutôt pas mal, donc c'est assez excitant là ce qu'on vit. Évidemment le digital et la data amènent des transformations qui sont excitantes, mais je pense qu'il faut revenir
à quelque chose de plus, revenir un peu à l'essence des choses, revenir à une forme de simplicité, à une forme de bon sens. Ouais, on s'appelle Josiane, hein, donc il y a une forme de bon sens quasi paysan. On a François, Josiane, les Summers. Ah bon, bah voilà, on est bon. On va finir dans l'amour et dans le pré. L'ingénieur, il crée des ponts pour relier des gens. Le publicitaire, finalement, il fait un peu le même métier. Nous, ce qu'on voit, en fait, c'est que on peut arriver avec des entreprises qui ont une vraie neutralité d'identité, c'est-à-dire qu'ils ont un logo, une charte graphique, mais ça veut rien dire. Enfin, ça peut être esthétique ou en plus ça peut ne pas l'être. C'est là où je vois l'évolution du métier, c'est-à-dire qu'effectivement faire du beau design maintenant, ça se fait de plus en plus, c'est de plus en plus accessible en fait à tout le monde de faire du beau graphisme. Un logo à 200 balles, tu trouves Ouais, et des trucs qui peuvent être esthétiquement tout à fait corrects. Et je pense que les générations d'ailleurs qui arrivent après nous sont encore plus sensibles à cette question et vont maîtriser encore mieux les outils. Que ce soit Canva ou qui va vraiment faire qu'on va avoir un niveau quand même d'exigence esthétique qui va être hyper importante. Et le bon sens, en fait, je pense que c'est cette autre étape, c'est de se dire, en fait, ok, esthétique, c'est très bien, c'est super, mais en fait, quelle histoire je raconte? Il y a un livre très intéressant que je viens de commander, qui est Design for Obama. C'était comment le design a beaucoup aidé Obama dans ses campagnes à se faire élire et à faire passer un message au-delà des mots en fait. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, c'est le publicitaire qui parle, les mots sont de plus en plus vidés de leur sens. Tout le monde dit tout le monde dit trop, et plus personne n'écoute, parce qu'il y a un trop plein. Je me rappelle de sa campagne à Obama, là, très clairement. Vous voyez avec ses couleurs, ses bleus, ses rouges, avec les espèces de pictos. Ouais, un picto par exemple te dit tellement plus de choses qu'un long discours. Si tu prends les grandes marques, c'est la simplicité d'un design et la simplicité d'un positionnement fort. Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure en disant aujourd'hui les marques elles sont plus là pour vendre un service ou un produit, elles ont une obligation quand même de répondre à des normes, à des attentes de la société. Mais ce que je vois, c'est qu'on attend des marques un engagement. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, si tu es une marque et que tu es soit brouillon dans ton expression parce que tu n'y passes pas assez de temps, soit parce que tu veux te cacher, parce que tu n'as pas envie de te révéler, en fait, aujourd'hui, tu vas sembler être une marque obscure, opaque, et c'est pas ce que les gens attendent aujourd'hui. Pour qu'il y ait un dialogue, ils attendent que les marques aujourd'hui s'engagent. Et s'engager, c'est prendre un risque. C'est prendre une direction. Je t'avais sorti une étude qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Je crois que c'est 60-70% des Français qui sont réticents aux marques qui s'engagent et qui vont porter des discours social, environnemental, sociétal, parce que en fait on est rentré dans une phase où les gens, ils ont compris qu'on se foutait de leur gueule. Ils ont compris qu'on essayait de les manipuler. Et ils ont compris qu'on essayait de leur refourguer notre camelote. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on va vendre ce téléphone ou cette casquette? C'est parce que moi, en tant qu'émetteur, en tant que marque, je vais rentrer dans une relation avec toi où je vais arrêter de te raconter des salades et je vais arrêter de te dire un truc que, ouais, c'est bon quoi, je le vois venir. Ton engagement contre le racisme, pour les femmes, contre les machins ou les papillons ou je ne sais quoi, c'est bien, mais je pense qu'on est passé au-dessus de ça maintenant. S'il n'y a pas une forme de réalité, il résonne avec ce qu'est l'entreprise, en fait, s'il n'y a pas ça, ça ne marchera pas. Ça ne marche plus en fait. Parce qu'on est rentré dans une phase, on appelle ça la consommation ironique. C'est-à-dire que les gens, ils ont compris en fait. Donc, c'est l'effet Twitter, quoi, tu vois. J'ai compris, donc je vais m'en moquer, je vais rentrer dans une forme de sarcasme. C'est énorme, 70% justement de ton étude là. Ouais, parce qu'il y a eu trop de greenwashing, il y a eu trop de social washing. Nous on est vachement confrontés à ça justement. Au final, les gens nous demandent de raconter des belles histoires.
belles histoires, c'est souvent les belles histoires, c'est les plus simples également. Les plus vrais, quoi. Les plus vrais, quoi. Alors souvent, en fait, la question c'est pourquoi on existe. Ça, c'est la première question à se poser. Une boîte, n'importe quoi en fait. Pourquoi il existe? Et pourquoi il devrait exister dans 10 ans? Que tu sois une start-up ou un grand groupe, il y a besoin de revenir à ce pourquoi. Pourquoi j'existe? Parce qu'avec le temps, il s'est perdu. Avec les changements de direction, les plans de transformation, les recrutements, les couches hiérarchiques, etc. Et il y a un autre truc qui est peut-être intéressant, parce que je pense que ce qu'elle a croisé entre nous trois, c'est la notion de culture. C'est un planeur stratégique anglais assez connu qui disait « Culture eats strategy for breakfast ». La culture ne fait qu'une bouchée de la stratégie. Qu'est-ce qui fait que nos boîtes vont au-delà de la stratégie? Qu'est-ce qui fait, peut-être, c'est une question que je vous pose, dans vos boîtes, il y a une culture ou il n'y en a pas, et comment vous faites pour la développer? Parce que pour moi, c'est central. Moi, tu vois, par exemple, en production, je dois avoir 10 cultures différentes en production. Je vais avoir des personnes qui vont venir de tel ou tel pays, d'autres de tel ou tel continent, qui sont arrivées via l'insertion en France, que je vais embaucher. Aujourd'hui, je peux te dire que c'est la culture, les différentes cultures qu'on retrouve dans notre culture d'entreprise qui fait que ça fonctionne. Et on a besoin d'avoir l'avis de tout le monde pour pouvoir progresser. Un petit peu comme une équipe justement de sport, de rugby ou de foot. On va avoir différentes personnes à différents postes, et bien ça va être un petit peu pareil avec les cultures qu'on va avoir dans l'entreprise. Aujourd'hui, une identité, c'est pas juste bon pour l'image. C'est bon pour le commercial qui va avoir les bons outils. Il va avoir l'image qui va lui le rendre à la fois plus à l'aise pour vendre son produit et qui va qui va avoir plus d'attractivité pour son client. Donc il y a tous ces sujets dans la culture où si en fait on n'explique pas la valeur des choses et on n'explique pas pourquoi les choses sont là et en quoi c'est intéressant, ça va rester cloisonné. Le partage aussi, c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, on a l'impression qu'en fait on a dit un truc que tout le monde a compris, parce que en fait nous ça fait 3 semaines qu'on pense le truc, qu'on le mûrit toute la nuit, le jour. Et en fait, d'un coup, on sort, ça devient un mot et ça semble hyper évident parce que voilà, nous, c'est la concrétisation d'un sujet. Et en fait, moi, je fais beaucoup de travail aussi de segmenter l'avancée de mes réflexions sur les sujets pour que en fait, les gens avec qui je partage ça après derrière, ça soit quand même plus accessible, plus compréhensible. C'est très compliqué à matérialiser une culture. Et c'est assez drôle parce qu'il y a 2 ans, ça on m'avait posé la question qu'est-ce qui fait que l'agence va décoller? J'avais toujours une réponse qui était faut que je fasse la campagne qui va nous faire passer une marche, la marque qui va. Et en fait, c'est une vision externe des choses, une vision externe à l'entreprise. Et en fait, en se recentrant sur l'entreprise elle-même, sur son organisation, sur qui et pourquoi il est là, et ben en fait tu te rends compte que tu arrives à un effet démultiplicateur bien plus puissant qui fait que, et c'est le positif qui attire le positif, les bonnes énergies qui attirent les bonnes énergies, qui fait que tu as un truc qui vient capillariser, qui vient rassembler, et donc le business vient, et donc les campagnes viennent, et donc les talents viennent, et donc les campagnes viennent, et donc etc. Et nous, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir, tous les trois, on a quand même la chance d'avoir un business qui est visible. Donc on travaille sur l'émanation des boîtes, sur ce qui est la partie émergée de l'iceberg. Pas en train de faire des roulements à billes pour l'industrie automobile, quoi. Il y a une forme c'est galvanisant en fait. Chez Lausanne, on a eu une vraie transfo en 2 ans, là, qui est assez énorme. Et on est passé d'une somme de talents individuels à un groupe qui bosse ensemble. Et il y a un esprit, il y a un truc. Tu viens dans les bureaux, ah putain, il y a un truc, tu le sens. Des valeurs. On a parlé de culture, on peut peut-être parler de valeurs. Comment on arrive à protéger la valeur de notre travail et comment on arrive à le valoriser justement. On parle de communication,
Donc on en vient tout de suite au système finalement. Le système, il est capitaliste. Il est marchand. Tout a de la valeur, tout a une valeur. C'est le père, le lait, patron de TF1 à l'époque, qui disait je vends du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. Ça a fait un tollé, mais il n'avait pas tort. C'est ce qu'il vend. Il y a deux questions sous-jacentes. C'est quelle est la valeur de ce qu'on fait aux yeux de nos clients et aux yeux de la vraie vie et de ceux qui passent dans la rue là derrière nous. Peut-être qu'ils s'en foutent en fait de tout ça. Peut-être. Parce que finalement, il n'y a pas une réflexion à avoir plus globale sur le système lui-même en fait. Alors là, je ne vais pas rentrer dans la politique, surtout entre deux tours. Mais moi, c'est drôle, la pub est le moteur de l'économie. La pub, c'est le système, c'est le moteur du capitalisme. Et moi, aujourd'hui, je me sens un peu comme un pirate ou comme un hacker qui voit tout ça et qui aime tout ça, mais qui aussi se pose la question de se dire putain, mais est-ce qu'on marche pas sur la tête un peu là? Je suis pas en train de dire qu'il faut retourner la table, mais je suis en train de me dire qu'il faut peut-être, on parlait d'une consommation plus raisonnée, une consommation plus responsable. J'aime plus le mot responsable parce que ça veut dire la marque a compris qu'il fallait être responsable et que ça marche et que c'est ça qu'il faut dire aujourd'hui. Non, c'est peut-être se raisonner en tant que... Et les marques, elles ont un rôle là-dedans. On rentre dans une nouvelle ère. Notre société, elle est basée sur des récits, sur des mythes, sur des croyances, sur des vérités communes. Et les marques ont un rôle à jouer. C'est exactement... après les assos et les startups, c'est celles qui prennent le relais de ceux qui creusent des sillons pour des nouveaux modèles, pour des nouveaux points de vue, pour des façons de faire différentes, qui consomment moins, etc. Et qui va juste pas nous tuer notre planète sur les 10, 20, 30, 40 prochaines années en fait. Les grands groupes, ils ont un rôle qui est extraordinaire à jouer sur ces sujets-là. C'est que quand l'association X ou la start-up Y, elle creuse ce sillon, elle réfléchit à une façon de faire qui optimise, qui économise et qui fait voir les choses autrement, et ben la marque et le grand groupe, elle a un rôle à jouer à prendre le flambeau et à le rendre mondial. Quand Carrefour a sorti Act for Food, alors évidemment c'est de la com, mais ça creuse un sillon qui est creusé depuis des années par de multiples associations, start-up sur le mieux manger et puis manger plus responsable, etc., etc. Bref, arrêtons de mettre de la merde qui vient de l'autre côté du monde dans nos assiettes. Et donc, là, on a un rôle. Et donc, la valeur, je trouve qu'elle est à la fois aux yeux de nos clients, mais aussi aux yeux de la société. Je pense que, contrairement à ce que la société croit, nos métiers ne sont pas bassement capitalistes. Je pense qu'ils ont un rôle à jouer dans son renouvellement. Une des raisons qui m'a poussé à rester dans le design et faire ce que je fais aujourd'hui, c'est partout autour de nous, il y a des impacts des marques, des entreprises, que ce soit le panneau de signalisation de la mairie, la poubelle, l'urbanisme, le magasin. Et si aujourd'hui tous les acteurs réfléchissent avec le triptyque du design, c'est-à-dire quel est mon environnement, quel est mon ADN et quelle est entre guillemets ma cible, et si on réfléchit bien sur tous ces éléments-là, on va créer beaucoup plus d'harmonie. Et ça, je pense que on a une place quand même assez importante déjà de ce point de vue-là. Les entreprises qui n'apporteront pas de performance aussi dans leur environnement, de l'environnement social, elles se couperont d'une partie de la société. On parlait de réfléchir sur même le modèle de société. Tant que on valorisera pas les entreprises au-delà de l'aspect financier et qu'il n'y aura pas une réflexion de ok, en fait, au bilan
ou dans la valo de l'entreprise. On travaille pas mal sur des sujets comme ça avec les pointures côté consulting, sur ce qu'on appelle l'equity story. L'equity story, c'est pas l'histoire qui va permettre de t'enfumer, c'est on va remettre l'impact que l'entreprise a d'un point de vue sociétal, environnemental, hein, dans le bilan, quoi, dans la valorisation de l'entreprise. Il y a un côté un peu schizophrénique, surtout en ce moment en temps de crise, avec l'Ukraine, avec les matériaux, avec le Covid, où le dirigeant, il est seul et il est face à un truc où, ok, j'ai la survie de ma boîte, et puis on me demande en plus d'être responsable. Fuck, à un moment, je peux pas, quoi. Je peux pas. Nos métiers ont un rôle à jouer qui permet de rendre acceptables les choses et de creuser les sillons. Ce serait bien de faire changer justement les choses pour qu'on ne puisse pas forcément juger une entreprise par rapport au profit qu'elle fait, mais qu'on puisse aussi juger une entreprise par rapport à comment ses collaborateurs se trouvent dans cette entreprise. Est-ce qu'il y a un bien-être? Est-ce que le bien-être score? Ça peut être intéressant, ça. C'est amusant parce que y a le design, c'est aussi construit en opposition à une industrialisation qui ne s'arrêtait plus, à marche forcée. En fait, tout était standardisé et il n'y avait plus rien qui avait cette sensibilité artisanale. Et il y a un courant qui s'est ouvert et qui avait cet objectif en fait de freiner cette industrialisation qui n'était qu'une machine qui s'était totalement emballée. Ça peut être une bonne conclusion. Je vous invite à regarder quand Steve Jobs a sorti la deuxième grande campagne d'Apple. Et il y a eu 1984 et il y a eu dans les années 90 Think Different. Et il a pris 6 minutes en short devant un parterre comme il le fait habituellement dans ses keynotes, de journalistes et d'ingénieurs de l'interne, etc. Et il s'est posé et il a réexpliqué pourquoi finalement Apple existait, quelle était cette raison d'exister, cette raison d'être, même si le mot devient biaisé, d'Apple, qu'ils ont conceptualisé dans une idée qui dit Think Different et qui dit qu'il n'y a que les gens suffisamment fous pour se dire qu'ils peuvent changer le monde qui arrivent finalement à changer le monde. Et donc ça a donné toute une ode aux grands penseurs du XXe siècle, de Einstein à Dali, etc. Et là, c'est puissant en fait.